Monsieur le Président, cher Pascal, cher Bruno Cotresse, cher Sylvie Strudel, chers amis, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette analyse politique du scrutin passé et à venir. Et c'est vrai que Sciences Po s'est pas mal engagé ces dernières semaines, ces derniers mois, autour de l'analyse électorale et du débat présidentiel. Le CEVIPOF, qui a dirigé pendant longtemps Pascal, a été très en pointe sur des études, des commentaires sur les éléments de la présidentielle. Nous avons eu aussi beaucoup de débats, puisqu'il y a eu des débats avec les candidats, avec des perspectives scientifiques, puisqu'ils ont dialogué avec des académiques. Et nous avons eu aussi, au niveau de l'école de journalisme, tout un suivi, y compris pendant les week-ends, et le prochain week-end sera également le cas, pour suivre les résultats des élections présidentielles. Notre idée, évidemment, c'est de faire vivre le pluralisme, l'analyse scientifique. Et donc, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne soirée et je remercie Pascal, Bernard et les alumni pour avoir monté ce moment, même si nous n'avons pas eu la communication suffisante, puisqu'il y a eu quelques sujets de communication à l'intérieur de notre institution. Mais en tout cas, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Mathias, d'être venu saluer cette initiative. Est-ce qu'il y a quelques étudiants tout de même? Oui. Bravo. Bravo. C'est un acte courageux. Bon, donc la rumeur a remplacé l'information. Bien, eh bien, écoutez, chers anciens et chers étudiants, nous sommes très heureux d'organiser cet événement de retour sur le premier tour et bien sûr de vision de ce qui est en train de s'annoncer en termes de second tour, puisque nous avons appris dans cette bonne maison qu'un second tour se construit à partir des rapports de force du premier tour. Et si les rapports de force du premier tour ne sont pas bien analysés, on a une capacité d'anticipation très faible. Alors, avant de passer la parole à mes deux collègues et amis, que je remercie, Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF et enseignant dans cette maison, et Sylvie Strudel, professeure des universités à Paris 2 et chercheuse associée au CEVIPOF, qui ont l'un et l'autre beaucoup écrit dans les ouvrages d'analyse électorale que nous faisions, que nous avons fait depuis les années 1990 jusqu'à nos jours et que nous ferons dans les mois qui viennent, mais cette fois-ci, nous ne le ferons plus aux presses de Sciences Po, nous le ferons aux presses universitaires de Grenoble, sachant que Grenoble est, après Paris ou avec Paris, un des grands lieux de l'analyse électorale. Bien. Alors, si vous voulez, quand on regarde et qu'on cherche à donner un peu de cohérence à ce qui s'est passé, même si ça n'est pas toujours facile, je ferai trois remarques préliminaires. D'abord, cette élection présidentielle, dans son premier tour, s'inscrit bien dans un premier cycle qui est le cycle abstentionniste. Ce cycle abstentionniste, il a commencé il y a bien longtemps, il a touché peu à peu tous les étages électoraux, des élections européennes aux élections municipales, en passant par les élections départementales, bien sûr les régionales. Souvenons-nous des dernières régionales avec des taux de record d'abstention jamais atteints dans l'histoire électorale française. Et il touche maintenant l'élection reine, qu'est l'élection présidentielle. Et on reviendra sur cette abstention, mais qui a une cohérence. Elle s'inscrit dans un cycle dans lequel l'abstentionnisme est plus aujourd'hui un abstentionnisme politique qu'un abstentionnisme sociologique. On apprend très souvent, voilà, la participation est le reflet des positions sociales. Oui, oui, oui. J'ai regardé attentivement, c'est le reflet des générations, ça c'est bien vrai. Des positions sociales, j'ai regardé dans beaucoup de sondages jour du vote, les ouvriers ont presque autant voté que les cols blancs. Donc, la logique sociale, ça mériterait d'être revisité. Mais il y a bien un cycle abstentionniste qui fait de cette élection présidentielle, sur les 11 élections depuis 1965, au suffrage universel direct, la deuxième élection
la plus abstentionniste après 2002. Avec ce paradoxe, plein de candidats, en 2002 on battait le record de candidats, et pourtant une abstention record, cette fois-ci c'était pas mal, 12 candidats, et une abstention en effet qui est en haut de la fourchette. Deuxième remarque, c'est une élection qui s'inscrit plus que jamais dans un cycle protestataire. L'indicateur clé, c'est quand vous totalisez les électeurs qui ont choisi des candidats protestataires, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, etc., les deux candidats trotskistes, même si ça ne pèse pas lourd, eh bien, quand vous faites le total, c'est 56% des suffrages exprimés. C'est-à-dire, nous sommes dans une élection présidentielle dans laquelle plus d'un électeur sur deux, largement plus d'un électeur sur deux, a choisi un candidat représentant à des degrés divers une protestation et parfois ce que l'historien spécialiste du suffrage universel, l'histoire du suffrage universel, si vous ne connaissez que lui, Rosan-Vallon, Pierre Rosan-Vallon appelle l'élection qui devient une désélection. Voilà, une élection qui devient de plus en plus une désélection. Donc, un cycle protestataire qui touche pourtant l'élection qui distribue maintenant le pouvoir, qui distribue depuis 1965 le pouvoir essentiel sous la Ve République. On n'est plus embarrassé par ces comportements de type protestataire dans cette élection qui, plus que d'autres, est une élection de distribution du pouvoir et du pouvoir suprême. Troisième remarque, cette élection s'inscrit dans un cycle que j'avais appelé déjà en 2017, c'était le titre de l'ouvrage collectif que nous avions fait, le vote disruptif, qui s'inscrit pleinement dans la disruption politique, dans le désordre politique inimaginable qui a été introduit en 2017. Mais en 2017 résistait la droite de gouvernement, avec 20% des suffrages. Souvenons-nous, en dépit de toutes les avanies, Fillon, candidat à LR, rassemblait 20% des suffrages. Cette fois-ci, tout de même, LR plus le PS, c'est-à-dire les deux forces qui ont structuré toute la bipolarisation de la Ve République, qui ont été les deux pivots des alternances successives, eh bien, font à peine 7% des suffrages exprimés. Là, véritablement, on avait parlé déjà à propos de la présidentielle de 95, je me souviens, à propos de la présidentielle de 2002, le livre s'intitulait « Le vote de crise » que l'on avait fait, on avait parlé d'élection de crise. Mais alors aujourd'hui, véritablement, on n'a jamais connu une aussi grande crise politique. Les tremblements de terre que nous avons connus dans ce dernier quinquennat, qui étaient des tremblements de terre qui se situaient plus sur le terrain social que sur le terrain politique, ont trouvé cette fois-ci un exutoire électoral et politique. Alors, bien sûr, pourquoi peut-on parler d'une grande élection de crise? Parce que, si vous voulez, vous savez, c'était le théoricien italien marxiste Gramsci, auquel Mussolini avait rendu un immense service. Il l'avait mis dans les prisons fascistes, ce qui lui avait permis d'être à l'abri des influences de l'internationale communiste et donc de réfléchir en pleine liberté. Et il avait écrit les lettres de prison. Et dans ces lettres de prison, il donne une définition de la crise, peu ou prou, qui est la suivante. Il dit, qu'est-ce que c'est que la crise? C'est quand un vieux monde meurt et que le neuf hésite à naître. Là, véritablement, un vieux monde est en train de mourir. Que d'une certaine manière, le grand disrupteur en chef qu'est Emmanuel Macron avait appelé de ses voeux quand il utilisait les catégories du nouveau monde et du vieux monde. Il voulait que le vieux monde meure, il est mort. Peut-être avant un jour de renaître. Parce que, souvenons-nous, en 1969, après le tremblement de terre de 68, Gaston Defferre, pourtant associé, ce n'était pas n'importe qui, à Pierre Mendès France, on avait l'impression que le PS, ou la SFIO qui allait devenir le PS, était en train de disparaître du paysage politique.
2 ans après, c'était la renaissance du Parti socialiste d'Épinay, la logique de l'union de la gauche, et 10 ans plus tard, la victoire de la gauche à la présidentielle. Donc, il ne faut pas injurier l'avenir. Mais c'est vrai que l'on voit très bien, et je lis tous les papiers de nos collègues, j'en ai encore lu ce matin, très intéressant, de Gérard Grimbert sur Telos, qui donne des chiffres absolument incroyables, à croire encore il y a quelques semaines, sur ce qui s'est passé dans ce premier tour. Mais on constate ce qui est en train de se défaire. On constate le vieux monde qui est en train de mourir. Mais en revanche, pour définir le nouveau monde qui est en train de naître, là, on est beaucoup moins pertinent, beaucoup moins précis. Parce que pour l'instant, et je terminerai par là, si l'on reprend la terminologie du président candidat Macron, qui, vous avez vu, parle de plus en plus avec le langage de ses adversaires, ou de ses collaborateurs, ou de ses alliés, il parle de lui en tant qu'extrême centre, une expression qui est une expression de François Bayrou. Mais cet extrême centre, c'est tout de même un extrême centre complètement entouré, cerné par 2 extrêmes, une gauche extrême et une droite extrême, avec une gauche extrême qui pèse énormément, mais une droite extrême, quand vous faites le total, ce qu'il faut faire, Zemmour, Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, qui est à un niveau tout de même relativement vertigineux quand vous prenez simplement ce qui s'est passé dans l'histoire électorale française. Donc, on voit mal comment cette extrême centre, c'est peut-être d'ailleurs au fond son désir secret, pourrait avoir à brève échéance face à lui une force capable d'être une force d'alternance. Puisque comment l'alternance va-t-elle s'inventer à partir de ces 2 pôles extrémistes? On n'a jamais vu ça sous la Ve République, jamais. Et quand l'union de la gauche devient une force crédible, c'est parce que le Parti communiste est devenu ou commence à devenir une force marginale dans la gauche. Or là, la force marginale dans la gauche, c'est loin d'être la gauche de la gauche. C'est véritablement le Parti socialiste, les écologistes et tutti quanti. Donc, je vais passer dans un premier temps la parole à Bruno Cotresse, qui, avec Sylvie Strudel, ont inventé ce merveilleux instrument que vous avez peut-être exploré, de la boussole présidentielle, que vous avez peut-être exploré pour construire vos choix électoraux, puisque ce sont des instruments qui servent à cela. Et puis ensuite, Sylvie, tu rebondiras voilà, sur les propos de ton camarade Bruno. Bruno, la parole est à toi. Merci beaucoup, Pascal. Pour prolonger quelques points, pour contextualiser, avant qu'on vous présente effectivement quelques sympathiques graphiques issus de notre outil, la boussole, effectivement, pour aller dans le même sens que Pascal, cette situation d'un ancien monde qui est en train de disparaître et d'un nouveau qui n'est pas encore advenu, cette situation vient de très loin. Et on ne peut pas la comprendre si on ne renvoie pas à toutes les recherches, tous les travaux qui ont été faits au CEVIPOF notamment, et qui ont montré qu'à partir du début et milieu des années 1990, la secousse a commencé à faire trembler la vie politique française, quand progressivement cette vie politique s'est mise à être organisée autour de 2 grandes dimensions. La dimension gauche-droite, toujours là, et puis l'autre dimension autour des questions de tolérance culturelle, ce que Pascal appelait la société fermée contre la société du recentrage national. Société fermée contre la société ouverte, ou la société du recentrage national, si on ne veut pas stigmatiser en utilisant le terme de fermé. Voilà. Et puis société ouverte, société fermée, ça a déjà été utilisé pour parler d'autres choses. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, les formations politiques, les candidats aux élections sont amenés de plus en plus à jouer une sorte de grand écart et ont de plus en plus de difficultés à être parfaitement cohérents le long de ces 2 dimensions. C'est-à-dire comment peut-on à la fois proposer une société de l'innovation économique, de l'ouverture des frontières économiques, et en même temps une société qui soit une société
de la relative protection d'un modèle français. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de difficultés à tenir ce grand écart entre les deux, et qu'on le voit à l'intérieur même de toutes ces formations politiques qui viennent de terriblement souffrir, qui toutes sont traversées de crises, de tendance à la division, de ruptures internes, de clash internes, de scissions. Donc on voit au fond depuis maintenant pas loin d'une trentaine, un peu plus d'une trentaine d'années, on voit arriver ce qui aujourd'hui advient sous nos yeux, l'élection de 2017 n'ayant été elle-même qu'un épisode de cette très grande transformation. La transformation n'est pas elle-même terminée, l'élection de 2022 n'est elle-même sans doute pas le point ultime de cette transformation. Et comme le disait Pascal tout à l'heure, on ne sait pas bien à horizon des 10-15 prochaines années où en sera le match entre ces deux dimensions. Mais on voit que dans tous les pays européens, ce type de situation s'est exprimé, et toutes les vies politiques pratiquement des pays européens ont eu à affronter l'impact dans le système partisan sur les formations politiques, de l'interdépendance économique, de l'ouverture des frontières, du processus d'intégration européenne dont Sylvie parlera tout à l'heure. Premier point de rappel. Le deuxième point de rappel, si cet ancien système est en train de disparaître de la politique nationale, on voit qu'il a maintenu des positions au niveau local. Et c'est vrai que c'est une problématique que nous voyons s'affirmer, qui est comme une sorte de vie politique française à deux étages, avec l'étage local où la longévité, l'histoire des implantations, des formations politiques au niveau local leur permet de maintenir leur position dans les mairies, dans les départements, dans les régions, mais aussi au travers tout le tissu et tout le maillage de leurs militants qui, certes, sont de plus en plus réduits en nombre, mais continuent quand même d'exister. Et donc, on voit une problématique aussi importante pour notre vie politique qui explique une partie, je crois, du drame qu'ont vécu les candidatures de centre-gauche et de centre-droit dans cette élection de 2022. Et l'on voit très, très bien qu'il y a un an et quelques, peut-être 2 ans, un certain nombre d'acteurs de ces formations de centre-gauche et de centre-droit ont le sentiment qu'Emmanuel Macron sera prenable justement sous cet angle du local. Lui qui incarnerait le pouvoir vertical, le pouvoir qui décide de tout d'en haut. Et on voit bien que les logiques de candidature de candidates qui sont elles-mêmes élues du pouvoir local, la maire de Paris, la présidente de la région Île-de-France, mais on avait aussi le président des Hauts-de-France qui était candidat à la primaire. On voit que tous, à un moment donné, partagent cette idée que sur cette dimension de mandature locale, d'incarnation d'une France des territoires, pensent qu'Emmanuel Macron pourra trébucher, lui qui ne serait que le président qui voit la vie politique d'en haut et du point de vue de sa vision un peu européenne, presque surplombante de la politique. Donc on voit que cette question aussi de la dualité entre la politique locale et la politique nationale sans doute va être amenée à jouer à nouveau, à faire parler d'elle et à être l'objet de beaucoup de tensions et de difficultés aussi pour ces différentes formations politiques. Maintenant, venons-en à l'outil dont on va vous parler. D'abord, expliquer un peu sa philosophie d'ensemble. La philosophie d'ensemble de ce type d'outil, c'est ce que nos collègues anglo-saxons appellent une application d'aide au vote, VAA en anglais, Voting Advice Application, une application qui permet aux électeurs de trouver un conseil de vote, à la fois pour des raisons qui sont que de plus en plus d'électeurs se sentent perdus, ont le sentiment que tous les programmes se ressemblent, ont du mal à voir clair, ne se sentent plus autant partisans ou idéologues, un peu moins tenus par des structures stables de la politique, avec des candidats qui, eux, de plus en plus jouent leur dimension personnelle, leur facteur d'impact personnel, la personnalisation. Beaucoup de candidats dans les élections majeures de tous les pays jouent de plus en plus sur des ressorts d'affect, d'émotion, renvoient aux électeurs l'idée de « au fond, je suis comme vous, et j'ai les mêmes problèmes que vous ». Et donc, cette dimension aussi individuelle introduit beaucoup de confusion pour les électeurs qui peuvent trouver un programme d'un candidat
peut-être pas complètement cohérents avec leur propre choix, mais qui aiment bien la personne, ou au contraire, qui vont détester un candidat. Et dans cette élection de 2022, ce facteur joue particulièrement, puisque tout au long du mandat d'Emmanuel Macron, on a vu s'affirmer un véritable clivage d'image sur l'image d'Emmanuel Macron, avec une polarité rarement atteinte entre d'un côté le fan club d'Emmanuel Macron, qui ne voit en lui qu'un jeune réformateur talentueux et audacieux, qui a le courage d'aller jusqu'au bout de ses idées. Lorsqu'on analyse dans les données que nous produisons les mots qu'utilisent les soutiens d'Emmanuel Macron pour le caractériser, pour caractériser son action, les verbes faire, agir, essayer sont les verbes les plus fréquemment utilisés. Il essaye de réformer un pays impossible à réformer. Et cette image est une image qui est très porteuse pour Emmanuel Macron, très forte. Son jeune âge, lorsqu'il est élu, à l'âge de 39 ans, bien sûr, accrédite cette narration de quelqu'un qui n'est pas comme les autres et qui vient presque de l'extérieur, d'un autre monde, pour réformer ce pays impossible à réformer. Son courage, son talent, son abnégation, c'est les épreuves qu'il subit, la crise des Gilets jaunes, le Covid, autant d'obstacles qui mettent à l'épreuve son courage et son audace réformatrice. À l'autre extrémité, on voit un portrait complètement opposé, non seulement l'image du président des riches, mais aussi l'image de celui qui ne peut pas comprendre le peuple parce qu'il n'en est pas issu. Beaucoup de personnes qui ont une image négative d'Emmanuel Macron le voient comme une sorte d'extraterrestre, un alien qui vient de notre monde, qui ne peut pas comprendre les Français puisque lui a tout réussi très jeune. Il n'a pas souffert, il est dans un parcours uniquement de réussite, élu président de la République à 39 ans lors de la première élection à laquelle il se présente. C'est vrai que c'est assez spectaculaire. Et il incarne à la fois ce président des riches, arrogant, certains le traitent de dictateur, de monarque autoritaire dans le meilleur des cas, de Adolf Hitler ou de Louis XIV. Donc on voit un clivage d'image très important, et donc la dimension personnelle est très importante. Et nous, on propose cette application pour aider les électeurs qui se sentent un peu perdus à se repérer, mais aussi pour collecter des données, car les chercheurs que nous sommes aiment beaucoup collecter des données. L'outil repose sur la technique suivante. Des semaines en amont de l'élection présidentielle, nous commençons à travailler. Nous n'attendons pas que les candidatures soient connues. Dès lors que des candidatures sont relativement connues, nous commençons à travailler. Et la première étape de travail consiste à coder les candidats dans cet espace en deux dimensions dont je vous ai parlé, la dimension gauche-droite et puis la dimension autour, on va dire, du changement sociétal et culturel. On va lire les programmes. Si ça n'est pas suffisant, on va lire les livres que publient les candidats. Vous savez que les candidats à l'élection présidentielle en France publient beaucoup de livres. Les personnalités politiques françaises publient énormément de livres. Les tables de nos librairies regorgent de livres politiques en ce moment. Donc nous, on va lire. On va aller traquer dans certaines des déclarations aussi quand on trouve que ça n'est pas complètement clair. Et on va coder ces candidats dans cet espace en deux dimensions, sur une trentaine de dimensions, sur des échelles. Et à partir de là, on va disposer d'une sorte de fond de carte qui va être la trame de fond de cette élection présidentielle. Lorsque des personnes se connectent à notre application, elles vont remplir des questions, elles vont répondre à des questions qui sont sur les mêmes dimensions qui nous ont servi à coder les candidats. Et nous avons un magnifique algorithme qui va calculer la proximité entre le profil de réponse de la personne et le codage des candidats. Et on va trouver ainsi une coordonnée. Alors, mathématiquement, c'est une distance euclidienne. On ne va pas faire de mathématiques et de méthodes, je vous rassure. Mais on dispose, nous, d'un outil formidable qui nous permet d'essayer de comprendre cette élection et notamment, les candidats étaient-ils bien au rendez-vous des attentes et des préoccupations des électeurs? Y a-t-il mal-donne, des fois, entre des électeurs et leurs candidats naturels? Est-ce que le candidat naturel, au fur et à mesure que la campagne se déroule, s'éloigne progressivement et qu'on rencontre au cours de la campagne, finalement, un candidat dont on est encore plus proche? Donc voilà un petit peu l'intrigue générale. On va vous montrer maintenant le plan général. Alors, quand on fait... Est-ce qu'on peut le mettre plus grand encore? Ouais, je pense. Sur le diaporama. Ça serait bien. Beaucoup mieux maintenant. Voilà.
Magic Bruno. Oui, c'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire. On voit quand on voit là nos deux dimensions, hein, l'axe horizontal, c'est l'axe gauche-droite, on pourrait dire, entre d'un côté ceux qui sont favorables à l'intervention de l'État dans la sphère économique et ceux qui sont favorables à une économie beaucoup plus libérale au sens du libéralisme économique. Et puis on a la deuxième dimension, la dimension verticale, qui est cette dimension autour du conservatisme ou du libéralisme culturel, les réformes de société, la vision de la société et de l'évolution de la société. Voici le résultat de ce travail de codage qui a commencé des semaines avant l'élection à partir véritablement des programmes des candidats. Et quand on voit cet espace en deux dimensions, on voit très clairement apparaître, avant même que l'élection n'ait eu lieu, on voit très clairement apparaître ce qui sera le résultat du 10 avril, c'est-à-dire une sorte de tripartition avec trois pôles. On voit très clairement un pôle qui est à... Je vais essayer de me servir du pointeur. Voilà. On voit un premier pôle qui est ici et qui est un pôle au fond de libéralisme culturel, une sorte de pôle centriste et central, très important, dominé par Emmanuel Macron et La République En Marche. On voit ici tout le drame qui va attendre Valérie Pécresse, au fond, sur une question économique tellement essentielle pour elle, elle qui n'a cessé de dire tout au long de la primaire, Macron a cramé la caisse, il a laissé filer les déficits publics, mais on voit que, au fond, dans son programme, sur la dimension économique, elle ne se différencie pratiquement pas d'Emmanuel Macron. Donc on voit très bien, avant même que l'élection n'ait eu lieu, avant même que le 10 avril n'ait eu lieu, on voit déjà une partie du drame de Valérie Pécresse qui est en train de se jouer ici, la très grande difficulté qu'elle va avoir à se démarquer sur un pilier aux yeux des électeurs de droite, l'économie, les déficits publics, le rôle de l'État dans la régulation économique, la grande difficulté qu'elle a à se différencier avec Emmanuel Macron. Et dès le 10 avril, on voit qu'une partie des électeurs de François Fillon en 2017 vote Macron. Deuxième pôle, le pôle de gauche qui est ici, qui le 10 avril sera dominé par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, qui vient d'installer durablement, en tout cas pour un premier, à court terme sans doute, qui vient d'installer durablement à court terme une domination sur ce pôle. Deuxième élection présidentielle de suite pour Jean-Luc Mélenchon, où il réalise un très bon score. En 2017, il est presque troisième ex aequo, à peu de choses près, quasiment le même score que François Fillon. Et là, maintenant, il est vraiment troisième et très loin en nombre de votes, en suffrage exprimé de tous ses concurrents à gauche. Et l'on voit là également se nouer un peu l'un des drames, l'autre drame de ce premier tour, celui d'Anne Hidalgo, le drame absolu. La candidate du Parti socialiste, dont on voit la position sur l'économie est très intéressante, dont on voit là aussi que sur l'économie, elle est certes du côté gauche, mais elle n'est pas loin de la frontière entre les deux, avec un électorat de centre-gauche qui lui aussi a de plus en plus de mal à voir ce qui différencie un programme économique de centre-gauche d'éléments programmatiques d'Emmanuel Macron, là également, et on voit très bien ce qui va se passer lors du deuxième tour, des électorats qui vont sans aucun doute aller rejoindre Emmanuel Macron. On voit que ce sera un peu plus difficile du côté de la France insoumise, et en particulier sur la dimension économique. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, quand on regarde de près ce que nous avons fait, est quand même très contrasté par rapport à celui d'Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que ce sont deux programmes qui convergent. Et puis on voit le troisième pôle qui est ici, le pôle effectivement de la droite radicale, de la droite extrême, appelez-la comme vous voulez, mais c'est qu'il y a beaucoup de conflits d'interprétation sur la manière de le dénommer, très clairement dominé par Marine Le Pen. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce graphique, et qui a été peu souligné, c'est la position d'Éric Zemmour, qui est ici. Parce qu'on voit qu'Éric Zemmour, sur la dimension économique, finalement, n'est pas si loin de Valérie Pécresse et même d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour ne cesse de dire l'État est obèse. Il va falloir faire subir une cure d'amaigrissement à l'État. C'est un thème qui, économiquement, parle un peu à des électeurs qui n'aiment pas les dépenses publiques. Et on voit que, par contre, sur la dimension sociétale, il est par contre très différent de Valérie Pécresse et beaucoup plus proche de Marine Le Pen. Donc, on voit ici, voilà, là, avant même que les élections n'aient eu lieu, on peut dire que l'offre politique présentée par les candidats nous en dit déjà assez long. Et c'est vraiment intéressant parce que beaucoup de commentateurs de la vie politique disent, vous savez, les électeurs, ils ne lisent pas les programmes
ils ne captent rien, ils ne s'intéressent pas, au fond, ils vont voter un petit peu à la dernière minute. Mais on voit donc qu'il y a quand même une assez forte cohérence entre l'espace de l'offre politique et ce qui va s'exprimer, au fond, le design. Alors, je vais passer la parole à Sylvie qui va commenter. Oui, si tu veux. Et je vais faire un zoom qui va être à la fois temporel et puis thématique, puisque je vais tenter de vous parler de l'enjeu européen à l'intérieur de ce paysage politique. Alors, je voudrais juste faire un petit amendement à ce qu'a dit tout à l'heure Pascal pour présenter l'outil de la boussole présidentielle. Nous ne sommes pas deux, mais comme les mousquetaires, les trois mousquetaires, nous sommes quatre, puisqu'il y a à la fois Bruno Cotresse, mais aussi Thomas Vitiello et Vincent Martini, auxquels donc, je m'ajoute pour travailler sur cet outil. L'autre chose que je voudrais dire, parce que c'est important et tu as mentionné ce travail très en amont de codage qui suppose une lecture très attentive, minutieuse, scrupuleuse des programmes, je voudrais dire que nous avons là bénéficié de l'aide des étudiants de la L3, donc de la licence 3e année de sciences politiques de Paris Panthéon-Assas, que je ne remercierai jamais assez de s'être joint à notre petite troupe. Bon, ils l'ont fait, vous le devinez, un peu forcés et contraints, mais ils se sont pris au jeu, tout simplement parce qu'ils ont compris à un moment donné qu'il s'agissait aussi d'un travail qui allait leur permettre de réfléchir sur les enjeux de cette campagne et la manière de la comprendre. Alors, si on essaye de revenir sur la question de l'enjeu européen, qui a été au centre de la campagne de 2017, vous vous le souvenez, qui a un statut un peu plus complexe cette année, je voudrais pour cela faire deux choses. La première, tout d'abord, qui va consister à préciser de quoi il s'agit quand on parle d'enjeux européens dans une campagne, et la deuxième, qui va essayer de mettre en lumière, au jour, les mécanismes qui se sont produits. Et pour essayer de mieux comprendre cela, je vais faire juste un tout petit retour dans le temps et comparer trois élections, c'est-à-dire 2012, 2017 et 2022, pour essayer de mettre un peu finement des adjectifs et des qualificatifs sur les différents éléments. La première chose qu'on peut dire, c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'un enjeu européen ? Alors, dans un papier que nous avions écrit avec Bruno Cotresse et avec Céline Belot, une autre de nos usual suspects sur ce type de travaux, nous avions en fait mis en lumière le fait que lorsqu'on parle de l'Europe dans la campagne ou de l'enjeu européen, il faut en fait prendre la précaution de bien différencier un certain nombre d'éléments, et on en avait identifié 4. Le premier élément concerne ce qu'on pourrait appeler le contexte national et international. Ça veut dire en fait qu'à un moment donné, on va regarder si les thématiques qui tournent autour de l'Europe, qui gravitent autour de l'Union européenne, eh bien, vont arriver dans l'espace public. Autrement dit, est-ce qu'ils vont être très visibles ou plus ou moins masqués ? Le deuxième élément qu'on avait mis en lumière consistait à prendre un deuxième point d'entrée qui était ce qu'on pourrait appeler l'européanisation de la campagne proprement dite du point de vue des candidats et des programmes. Autrement dit, là, il s'agissait de regarder du côté de l'offre partisane proprement dite, s'il était question ou pas de la thématique européenne. Troisième élément qu'on avait identifié, c'était cette fois-ci du côté des électeurs. Autrement dit, comment est-ce que les électeurs sont en demande d'Europe ou au contraire en répulsion d'Europe ? Vous savez qu'en France, le sujet est très partagé. Et donc là, il fallait effectivement observer comment se positionnait tout cela. Et ce n'est qu'une fois que ces trois éléments avaient été pris en considération qu'on pouvait en fait se permettre de parler éventuellement d'un clivage européen qu'a évoqué tout à l'heure Bruno et qui là est apparu dans l'axe du libéralisme culturel, conservatisme culturel, puisque la question européenne participe des interrogations, des questions, des énoncés qui sont posés sur le libéralisme culturel et le conservatisme culturel. Autrement dit,
il y a un certain nombre d'énoncés, tout à l'heure je vous en montrerai, qui portent spécifiquement sur l'Union européenne et qui donc contribuent, par les réponses qui sont fournies, à positionner les candidats dans cet axe-là. Mais on verra qu'en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, une fois que tout ça est posé, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on regarde dans le temps et qu'on va comparer les 3 dernières élections les unes après les autres? En ce qui concerne l'élection de 2012, nous avions montré dans cet article qui a été publié en 2013 qu'on pouvait parler à l'occasion de cette élection de ce que nous, on avait qualifié d'européanisation diffuse. Alors pourquoi diffuse? Parce que en fait, justement, elle irriguait en quelque sorte l'ensemble des thématiques qui, à un moment donné, faisaient sens, cette espèce de bruit de l'espace médiatique pour des raisons très évidentes qui tenaient bien évidemment à tout ce qui tournait autour de la crise de l'euro, de la crise des dettes souveraines, mais aussi des protestations politiques qui s'étaient manifestées dans différents pays à l'encontre des politiques d'austérité qui avaient été menées. Cet élément-là s'accompagnait de ce qu'on avait identifié comme une forme de polarisation qui s'était surtout manifestée dans l'entre-deux tours et beaucoup moins dans le premier tour, polarisation entre les candidats de l'UMP et du Parti socialiste, et qui avait consisté à opposer ce qu'on pourrait appeler d'un côté une Europe nationalisée, qui était un peu la position défendue par Nicolas Sarkozy, contre une Europe socialisée, qui était celle donc promue par Hollande. Vous vous souvenez peut-être de retravailler les traités et toutes les propositions qui tournaient autour de ça. Du coup, troisième élément, était apparu ce que nous avions qualifié de bidimensionnalité. C'est là que les choses se compliquent un peu parce qu'elles viennent se surimposer en quelque sorte sur le positionnement du paysage que vous avez sous les yeux. Bidimensionnalité qui nous avait permis en fait de montrer deux choses. Que, en fait, lorsqu'on interrogeait les citoyens sur le rapport à l'Europe, on pouvait identifier deux éléments. Il y avait d'un côté ce qu'on pourrait appeler une sorte de séquence massive qui opposait ceux qui globalement craignaient l'Union européenne et ceux qui globalement pensaient que c'était plutôt une bonne chose. Et ceci permettait en fait d'opposer de manière un peu brute de décoffrage, d'un côté Marine Le Pen à globalement quasiment tous les autres. Et puis, il y avait une deuxième dimension qui intervenait et qui, là, en fait, trouvait une sorte d'écho, de réminiscence avec des éléments de l'axe gauche-droite, puisque cette deuxième dimension visait à séparer d'un côté ceux qui étaient plutôt de gauche et qui allaient manifester cette fois-ci à l'encontre de l'Europe ce qu'on pourrait appeler des craintes sociales, c'est-à-dire de la menace sur les acquis sociaux, la redistribution, les politiques de redistribution, etc. Et d'autre part, et puis donc allaient plutôt voter en proximité avec des candidats de gauche, et d'autre part, des craintes plutôt de nature stato-nationale, en quelque sorte, qui là allaient marquer la proximité de ces électeurs avec les candidats de droite et qui exprimaient, dans ce cas-là, plutôt des craintes de type national, portant sur l'identité nationale, l'immigration, etc. Bref, ça c'est la situation en 2012 et on voit en fait qu'une campagne avec un contexte européanisée n'est pas nécessairement une campagne qui elle-même est très européanisée, puisqu'on avait vu cette distorsion qui était apparue entre les deux tours, où finalement, dans le premier tour, la question n'était pas tellement présente. Changement radical de situation en 2017. Vous vous souvenez qu'en 2017, il y a plusieurs choses qui se combinent. Premièrement, du côté du contexte, là, il est très clair que sur le contexte, on observe une situation qu'on pourrait dire d'européanisation presque polycritique. Alors, polycritique à la fois parce qu'il y en a beaucoup, c'est sur tous les fronts, les dettes souveraines, l'Europe, les protestations, etc. Et bien évidemment, ce qui fait le maximum de la critique et le niveau très visible de cela, c'est bien évidemment tout ce qui tourne autour du Brexit. Donc, on a une situation d'omniprésence, en quelque sorte, de la question européenne et qui va rentrer en dialogue avec une offre partisane et de candidats qui va se découper dans une séquence ternaire. On aura d'un côté un candidat qui va être dans une situation de soutien
inconditionnel à l'Europe, et vous vous le souvenez, c'est Emmanuel Macron qui va en quelque sorte montrer de lui et dire de lui que c'est la part non négociable de son projet politique. Deuxième élément dans cette côté ternaire donc de cet espace politique en 2017, on a ceux qui sont et qui expriment ce qu'on pourrait appeler des soutiens sous condition. Alors, les soutiens sous condition, c'est soit à droite Fillon qui est en demande d'un fort bonus intergouvernemental, et d'autre part, à gauche, plutôt bien évidemment le candidat Hamon, qui lui est du côté d'une forte demande d'infléchissement social. Troisième bloc, qui est tout autour mais pas que de Marine Le Pen, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon, où là, on peut dire qu'en fait, il n'y a pas de soutien, ou alors le soutien, c'est comme la corde qui soutient le pendu, puisqu'on a donc d'un côté Marine Le Pen qui veut à la fois une révision des traités et un Frexit, et une sortie de l'euro, et au profit du franc ou de l'écu, on se souvient tous du fait que ce n'était pas extrêmement clair, et d'autre part, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, est en faveur d'une refondation totale et sociale de la construction européenne. Du côté des électeurs, on voit bien apparaître dans ce scrutin-là de 2017 un enjeu européen qui va se construire, si on reprend les termes de Hans-Peter Krisi, sur la logique de la démarcation et de l'intégration ou de la société fermée, ouverte. Enfin bon, il y a toutes sortes de vocabulaires qui permettent de rendre compte de cette démarcation et qui fait qu'effectivement, on voit bien quelque chose se construire autour de cet axe du libéralisme culturel et du conservatisme culturel. Alors, qu'en est-il en 2022 ? Alors là, je parle bien évidemment d'abord en ayant en mémoire ce qui s'est passé pendant le premier tour et avec des bribes de choses qui se disent depuis le second tour, sous réserve bien évidemment de ce qui va être dit demain soir et qui est évidemment très important. Alors le contexte, là, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est dans un contexte d'européanisation massive. Massive pourquoi ? Parce que Covid, parce que Ukraine, parce que enjeux climatiques, parce que tous ces éléments-là qui sont donc à mettre sur ce compte, en quelque sorte, de l'Union européenne, mais avec du coup un paradoxe, qui est que cette européanisation est tellement massive qu'en fait, elle s'élargit, elle se dilate, tout simplement parce que ces enjeux dépassent le niveau européen et vont devenir aussi des enjeux internationaux, puisqu'il va être question à la fois du Covid et de l'Ukraine et des enjeux climatiques à un niveau international. Donc, au-delà de la question purement européenne. Du côté de l'offre. Alors, du côté de l'offre, en termes de partis, si je me focalise essentiellement sur les deux candidats qui vont apparaître là, dans le bloc du second tour, on voit en fait qu'on est dans une situation que moi, j'aurais quand même tendance à considérer comme un peu plus complexe, éventuellement même paradoxale que celle qu'on avait observée en 2017. Alors, pourquoi ? D'abord parce que moi, je travaille essentiellement sur des données textuelles, donc j'ai beaucoup travaillé sur les discours. Alors, il faut dire que Emmanuel Macron, pour le premier tour, ne m'a pas donné beaucoup de travail, mais quand on regarde quand même les textes qui ont été publiés ou des discours, des interventions qui ont été tenues, on s'aperçoit que de la part d'Emmanuel Macron, il y a ce qu'on pourrait appeler une forme d'instrumentalisation en yo-yo, en logique de yo-yo. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mixte entre ce qu'on pourrait appeler du dilatement et de la restriction, comme le mouvement du yo-yo. Le fil est long ou bien le fil est court. Alors, quand le fil est long et qu'il est question d'Europe, on s'aperçoit en fait que Emmanuel Macron parle d'Europe dans des termes qui sont extrêmement proactifs de l'Europe politique, du projet qui est celui de la logique de la Sorbonne, avec même des comportements un peu étranges, comme par exemple la conférence de presse qui avait été tenue le 9 décembre, et qui spoile littéralement tout le programme de la présidence française, tellement il avait l'air pressé en quelque sorte d'annoncer une sorte de grande réforme européenne avant l'heure. Donc de ce point de vue-là, on a bien un élément qui est très
puissant du côté de la défense européenne, avec bien évidemment la thématique relance, puissance, appartenance, qui est le mantra de la présidence française. Seulement voilà, il y a aussi de la rétraction, c'est-à-dire le moment où le fil devient plus court, et cela, je le trouve, moi, dans des occurrences multiples dans son discours, lorsqu'il commence à parler de France indépendante, et où là, on a l'impression que pointe un peu ce qu'on pourrait appeler une sorte de tentation de renationalisation de la campagne et qui le fait jouer un peu sur deux tableaux. Et je voudrais y trouver une forme de résumé, ne serait-ce que dans l'oxymore qu'il a utilisé de manière exponentielle et qui est ce fameux syntagme de la souveraineté nationale. Parce qu'en fait, quel est l'enjeu souveraineté européenne, pardon. Quel est l'enjeu lorsqu'on parle de souveraineté européenne? Que les gens entendent d'abord le mot de souveraineté ou d'abord le fait qu'il s'agit d'une souveraineté européenne. Donc, vous voyez que là, il y a une sorte de jeu et d'alternative, d'alternance, en tout cas, qui laisse un peu perplexe, même si on sait bien qu'il est aux avant-postes sur cette position européenne par rapport aux autres candidats. Alors, l'autre, bien évidemment, qui est en contraste par rapport à ça, c'est Marine Le Pen, avec une thématique, elle est extrêmement claire en termes de souveraineté nationale. Alors, bien sûr, il n'est plus question. Alors, elle a un peu bougé sur sa position. Moi, je pense que c'est essentiellement une façon de bouger qui est en trompe-l'œil, contrairement un peu à ce que disait Dominique Rousseau récemment dans une interview où il parlait de Frexit soft. Moi, je pense qu'il y a tous les éléments d'un Frexit, sauf qu'il n'est pas dit et qu'il est présenté autrement. Et que donc, à cet égard, les choses n'ont pas autant changé qu'on voudrait le croire. Jean-Luc Mélenchon est dans une position un peu équivalente, c'est-à-dire qu'il a fait une forme de rétractation aussi un peu de sa position et donc tente d'imposer des négociations du traité européen, mais en étant un peu plus ambigu sur ce qu'il propose. Alors, où en sont les électeurs dans tout ça? Donc, c'est justement là qu'on va commencer à devoir regarder à la fois l'évolution des positions des candidats et puis ce qu'on pourra, nous, après, pouvoir identifier. Alors, ah oui, pardon, merci beaucoup. Hop. Alors, dans le schéma que vous avez sous les yeux, en fait, ce qui est intéressant, mais Bruno le reprendra pour le recommenter d'un point de vue général. Moi, comme je vous le disais, moi, j'ai essentiellement fait un zoom sur la question européenne. Donc, on est pour Emmanuel Macron, vous voyez, sur des positions qui sont assez intéressantes, parce que autant François Bayrou en 2012, donc qui revendiquait l'extrême centre, dont parlait Pascal tout à l'heure, est vraiment justifié en termes, en tout cas sur l'axe gauche-droite, on voit bien que Emmanuel Macron incarne ce pourquoi il a été élu en 2017, c'est-à-dire l'unique occupant du cadran, de ce cadran-là, qui est ce qu'on appelle le cadran lib-lib, libéralisme culturel, libéralisme économique. Et là, il a une magnifique position à l'intérieur de ce cadran. Et en fait, ce qu'on observe en 2022, c'est, vous voyez, cette espèce de mouvement qu'il fait. Et moi, ce qui m'intéresse, alors Bruno commentera tout à l'heure son déplacement sur l'axe gauche-droite, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est son déplacement vers le bas sur cet axe de libéralisme culturel et où je veux y voir, entre autres, pas uniquement, mais un des éléments que je signalais de ce petit flottement, en tout cas qui est au moins un flottement, je dirais, linguistique, dans sa façon de parler de souveraineté et d'indépendance, soit de souveraineté européenne et d'indépendance nationale. Et puis, Marine Le Pen, vous voyez qu'elle reste, elle, sur des positions qui, de 2017, en fait, à 2022, sont pas tellement différentes l'une de l'autre, puisque sur cet axe gauche-droite, elle reste à peu près sur la même ligne par rapport à ça, en se déplaçant vers la droite, et que sur mon axe de libéralisme culturel conservatisme, elle est plutôt sur une position équivalente. Donc voilà pour dire la manière dont on observe cette situation européenne. Si je peux abuser de votre patience encore une toute petite seconde, voilà ce à quoi on arrive sur un énoncé.
Donc, un énoncé ici qui est un énoncé très classique, hein, qui est « La France tire plus d'avantages que d'inconvénients de son appartenance à l'Union européenne ». Ça, c'est le résultat du positionnement des candidats à partir de cet énoncé et où on voit qu'en fait, on a un groupe qui est le groupe ici, Jadot-Hidalgo et puis Macron, qui est dans les tout à fait d'accord. Et puis, on a un bloc plutôt en désaccord et tout à fait en désaccord, qui est ici. En fait, c'est très amusant, selon les anti-Maastricht, pour reprendre le Dadibao qui a été sauvagement écrit sur l'écran. Donc ça, c'est la position des candidats. La position des électeurs, vous voyez, en fait, est un peu plus difficile à analyser parce que il y a une certaine disjonction, en fait, entre les positions des candidats et les positions des électeurs. Alors, Emmanuel Macron a, dans ses électeurs, alors là, on travaille sur ce qu'on appelle des probabilités de vote, donc on raisonne sur des électeurs qui ont donné une probabilité de voter pour Macron, Mélenchon, Fabien Roussel, etc., égale à 10, c'est-à-dire maximum. C'est-à-dire, c'est un noyau dur en quelque sorte. Et bien, qu'est-ce qu'on observe dans ce noyau dur? Que parmi les électeurs d'Emmanuel Macron, on a 61% de gens, certes, qui sont d'accord avec le fait de dire que la France tire plus d'avantages que d'inconvénients de son appartenance à l'Union, mais dans son électorat, on en a quand même un quart qui sont en désaccord avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous souvenez, il y avait une sorte d'association sur les mêmes positions entre Macron, Hidalgo et Jadot. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on observe? Que les électeurs de Yannick Jadot, pourtant tellement européens, ces électeurs écologistes, eh bien là, sont pour moitié seulement d'accord avec cette proposition. Même chose chez Anne Hidalgo. Et puis, quand on va aux extrêmes, on voit bien qu'on est là dans le dernier bloc qui tourne autour de 40. Donc, en fait, on a 61, autour de 50 ici avec Pécresse, à peu près équivalente aux deux autres. Et puis ici, un bloc qui tourne plutôt autour de 40, aux deux extrêmes. Mais là encore, chose qui est intéressante, certes, ils sont majoritaires, enfin pas majoritairement, ils sont en nombre à peu près équivalent, vous voyez, à être en désaccord, mais équivalent avec le fait d'être d'accord. Donc tout ça pour dire, et je conclus sur ce qui nous amène vers le deuxième tour, lorsqu'Emmanuel Macron parle d'un référendum sur l'Europe au deuxième tour, il manie en fait de la dynamite parce que, si j'ai bien compris, il cherche quand même beaucoup à ramener vers lui l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent d'évoquer l'enjeu européen pour un électorat qui certes pense qu'à 39%, la France tire plus d'avantages que d'inconvénients de son appartenance et qui, pour un tiers d'entre son électorat, pense que c'est plutôt une très mauvaise idée. Donc, c'est peut-être l'idée du référendum sur l'Europe qui n'est pas un bon slogan de second tour. Merci beaucoup. Pardon, j'ai dit un peu mieux. Oui. On doit mesurer le risque de refaire le référendum de 2005. Oui. Oui, alors vous me faites dire ce que je pense. C'est qu'on est dans une situation très menaçante. Alors là, globalement, ce qui va me permettre de repasser la parole à Bruno, je trouve qu'en appeler à l'Europe dans une condition aussi serrée est un risque extrêmement fort quand on a besoin d'aller chercher des électorats qui sont tellement partagés sur la question européenne. Et donc, parce qu'il a attiré cet électorat-là, mais il a déjà fait le plein de tous les pro-européens. Donc là, maintenant, je pense qu'il faut aller beaucoup plus en douceur et en finesse, ou alors il va être obligé de dire des choses sur l'Europe qui vont peut-être être compliquées, non seulement à gérer pour lui, mais aussi à gérer avec ses partenaires, parce que les présidents français oublient volontiers le fait qu'on ait des partenaires. Je vous propose maintenant qu'on passe, si Bruno, tu en es d'accord, aux questions et qu'on procède par question-réponse à partir de ce qui a été dit ou de ce qui n'a pas été dit d'ailleurs aussi. Oui.
serait fortement individuel. Je pense aussi à Michael Erickson de la ministre de l'Ouest, qui est clairement basé à la gauche et qui a saisi le programme anti-immigration. Est-ce que, si on essaie de penser le coup suivant de l'élection, est-ce que vous allez dire juste que vous voyez venir des renversements de tête? Bruno? Ce qui est certain, c'est qu'il y aura la tectonique des plaques va continuer à bouger. C'est-à-dire que les formations politiques qui ont subi un terrible revers ne peuvent pas laisser en l'état la situation, ni vis-à-vis de leurs militants, ni vis-à-vis des futures échéances électorales. Par contre, pour le moment, nous n'avons pas en France d'indication, par exemple, d'un chambardement aussi important que celui au Danemark. Effectivement, les différentes composantes de la gauche française, écologistes, insoumis, socialistes, communistes, bien que fortement différenciés sur l'approche de l'économie, de la régulation économique, leurs électeurs sont quand même assez unis par une vision de la société, de l'ouverture, de la tolérance, avec des nuances. Bien évidemment, la manière dont les écologistes voient la société de la tolérance n'est pas la même que celle des insoumis, sans aucun doute, mais globalement, on peut dire qu'ils partagent ensemble cela. Et donc, s'il y avait un renversement de table comparable à celui du Danemark qui soit proposé par une formation politique de gauche en France, elle rencontrerait cet obstacle majeur, absolument majeur. Je vois, moi, plutôt un prolongement de la dynamique qui est enclenchée 2017 et 2022, c'est-à-dire sans aucun doute à un moment donné, compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas faire un troisième mandat, à un moment donné, en 2027, quelque chose de très important, et c'est peut-être l'élection de 2027 qui va nous dire au fond le fin mot de l'histoire, puisqu'en 2027, nous n'aurons plus le facteur d'impact Macron, et qu'à ce moment-là, les choses vont être amenées à rebouger à nouveau. On imagine bien qu'au sein de la droite, et sans doute cela explique-t-il les hésitations stratégiques de Nicolas Sarkozy, sans doute on imagine qu'au sein de la droite, l'idée de dire, au fond, faisons le dos rond, montons à bord, quitte à ne pas être numéro 1, soyons au moins numéro 2, et voyons en 2027. C'est un grand pragmatique, je pense, Nicolas Sarkozy, donc de ce point de vue-là, il a cette dimension un peu à la fois pragmatique, de visée stratégique, qui est de dire, au fond, si on doit être amené à se recomposer, si on doit être amené à redéfinir qui on est, peut-être que la bonne échéance, c'est 2027. Pour la gauche, la situation est assez différente parce que pour la gauche, il y a maintenant un acteur dominant, Jean-Luc Mélenchon, deux élections présidentielles de suite avec de très beaux résultats, une géographie électorale qui est une géographie électorale qui aussi traduit de l'implantation. C'est tout sauf un phénomène volatile quand on regarde la géographie électorale. Moi, j'avais regardé la corrélation jusqu'au vote Georges Marchais 1981. Ça continue à beaucoup corréler avec le vote Marchais de 81. Il y a des territoires où c'est profondément ancré dans la mémoire politique française de très longue durée, et donc il est arrivé à capter quelque chose. Et la gauche n'en a pas fini avec Jean-Luc Mélenchon, malgré le fait qu'il commence à avoir un âge un peu avancé. Voilà. Oui, pour prolonger ce que vient de dire Bruno, ce qu'on nous a montré est très intéressant parce qu'on voit bien que les interrogations électorales, les interrogations qui sont les nôtres, sont dues au fait que maintenant nous avons deux axes. Cet axe du libéralisme culturel et du conservatisme culturel, cet axe gauche-droite, avec à chaque fois un pluralisme des gauches et un pluralisme des droites. Quand on regarde les quatre cadrans, on est frappé de voir tout de même qu'il y a un cadran qui est le cadran sud-ouest, si on prend, ou sud-ouest, le cadran du bas, qui est le cadran au fond de la gauche du conservatisme culturel, qui peu à peu a été totalement déserté par la gauche. Ce qui n'était pas le cas dans les 50 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, où la grande force qu'était le Parti communiste occupait ce cadran d'une gauche
acquise au conservatisme culturel. Souvenez-vous des prises de position de Maurice Thorez et encore plus de son épouse, Jeannette Thorez Fermerche, qui considérait en effet que l'avortement était une dégénérescence bourgeoise. Donc, il y avait là un espace dans lequel, bien sûr, toute une partie de ce qu'on appellera plus tard le peuple de gauche, c'est-à-dire les vraies catégories populaires de gauche, se retrouvaient aisément parce que leur tropisme de gauche ne rentrait pas en contradiction avec un libéralisme culturel porté par des catégories sociales qui ne sont pas les leurs, qui sont celles de la bourgeoisie bohème. Donc là, il y a eu quelque chose de fondamental dans l'histoire de la gauche française qui explique largement son exclusion de 2017 et sa quasi-disparition aujourd'hui pour le Parti socialiste en 2022. Le socialisme français démocratique paie très cher, mais très cher, cette évolution et cette erreur, à mon avis, stratégique, qui est incarné, vous savez, dans cette affaire du fameux rapport Terra Nova, qui a constitué, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de la gauche, où ce rapport expliquait que le peuple pensait mal, puisqu'il avait de temps en temps certaines pulsions anti-immigrés et un peu autoritaires. Donc le peuple pense mal, eh bien on va faire sans le peuple. Et on fera avec une coalition de femmes, de Français issus de l'immigration et de jeunes. C'était ça le rapport Terra Nova. Et on voit ce que ça a donné. On voit ce que ça a donné parce que ce n'est pas allé là où ça devait aller. Dans le socialisme démocratique, c'est allé complètement ailleurs tout cela. Et c'est allé beaucoup chez Mélenchon. Les Français issus de l'immigration musulmane sont massivement derrière Mélenchon, 69%. 69%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, voilà. Et les jeunes sont allés assez massivement, même si c'est plus compliqué, derrière Jean-Luc Mélenchon et la gauche classique, que ce soit écologiste ou social-démocrate, lui a vu passer ça sous le nez. Donc, j'allais dire, cet espace politique nouveau permet de penser les espaces suroccupés, le Nord-Ouest, suroccupé, l'espace en effet de la droite conservatrice qui est relativement bien occupé, l'évolution de Valérie Pécresse, Dupont-Aignan, Éric Zemmour, avec une Marine Le Pen, vous voyez, qui est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que parler d'extrême droite aujourd'hui pour Marine Le Pen, qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez ce schéma-là? Elle n'est pas à l'extrême droite, là, de manière claire. Elle n'est pas à l'extrême droite. Elle est dans le conservatisme culturel de manière extrêmement forte, un peu moins qu'Éric Zemmour, mais là, il fallait suivre pour Éric Zemmour. Et puis, vous avez un quart supérieur, nord-est, qui est occupé essentiellement par Macron, et que Macron a parcouru, quand on voit le schéma que commentait tout à l'heure Sylvie, que Macron a parcouru. Un tout petit peu en étant beaucoup plus libéral l'autre fois, ce qui lui permettait en effet d'avoir son centre de gravité à gauche, culturel, et en l'étant beaucoup moins aujourd'hui, ce qui fait, moi je trouve qu'on n'a pas assez remarqué ça, que le candidat de la droite, c'est Macron. C'est Macron. Dans le sondage IFOP du jour du vote, c'est très clair. On demande aux Français de se positionner de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et vous avez 65% exactement des électeurs de Macron qui se positionnent à droite, 33% à gauche. Donc c'est un électorat très différent de 2017. Et en effet, ça a été nourri par le pillage phénoménal avant le premier tour de l'électorat Pécresse, qui est passé tout de même de 15 à 4,5%. Donc il est devenu véritablement le candidat de la droite. Mais maintenant, la seule réserve électorale, si on se projette sur le second tour, significative, elle est à la gauche de la gauche, elle est à l'extrême gauche. Donc, il est obligé de faire un grand écart, en effet, qui est absolument, qu'on n'a jamais vu presque dans un second tour d'élection présidentielle. Ce n'est pas un grand écart, c'est un écartèlement.
C'est-à-dire, on le voit sur la retraite, on le voit sur l'allocation handicapée, on le voit maintenant sur la proportionnelle. Pourquoi pas la proportionnelle intégrale? Pourquoi pas un référendum sur la retraite? Bon, c'est très bien qu'un référendum sur la retraite, c'est un non assuré, vous voyez. Donc, ça devient très étrange, cette campagne de second tour. Hein, parce qu'en effet, il est obligé d'aller de la droite dont il est devenu le candidat, en fait, à l'issue du premier tour, vers la gauche de la gauche. Hein, et l'exercice n'est pas un exercice aisé. Ce qui ne veut pas dire que pour Marine Le Pen, quand on regarde votre schéma, ça soit aisé non plus. Parce que sa seule manière, c'est de créer, pour reprendre l'expression de notre ami Jérôme Sainte-Marie, au fond, il y a un bloc populaire contre le bloc élitiste. Mais le bloc populaire, ça veut dire, regardez la distance entre Le Pen et Mélenchon. Hein, là, on est au niveau de l'offre. La distance est certainement un peu plus réduite au niveau des électorats. Mais on voit que dans cette recomposition, les distances idéologiques, culturelles, politiques à parcourir pour atteindre une situation de bloc majoritaire sont extrêmement importantes. Et donc, les tensions, les contradictions, et un peu, il faut reconnaître le n'importe quoi de cet entre-deux tours, parce que par moments, on rêve. Hein, on rêve. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas tout à fait le même que j'entends. Si, c'est pourtant le même. Hein, voilà. C'est très étonnant. Hein. Oui, il y avait une question, monsieur et Marie-Emmanuelle. En quoi cet axe de la culture, du libéralisme au sein de cette culture est encore pertinent en 2022, alors que tous les actes, notamment politiques, ont été faits sous Hollande. Toute la droite s'est complètement démolie sur les questions politiques. Donc, il n'y a absolument plus aucun bloc conservateur sur ce point. La donne de 2012 avec. Oui. D'accord. Oui, bien qu'effectivement, dans la campagne de 2022, nous n'ayons pas eu de thème de transformation sociétale aussi important qu'effectivement en 2012, avec l'histoire du mariage pour tous, on voit que de manière sous-jacente, il y a bien quand même des dimensions qui sont relatives à ce qu'on appelle, nous, la dimension culturelle, c'est-à-dire l'identitaire. Et l'identitaire a quand même été très présent dans cette élection. On se rappelle à l'automne la dynamique d'Éric Zemmour sur le triptyque identité, immigration, sécurité. Il parle, lui, il a posé clairement cette question qui était la question de l'identité française. Donc la question culturelle au sens large du terme, c'est-à-dire quelle est la communauté politique que nous constituons sur le territoire national, a joué quand même un rôle essentiel. Et c'est vrai que dans les élections présidentielles, c'est une dimension qui est très importante. La différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen dans cette élection étant que Éric Zemmour en a quasiment fait une question de clash civilisationnel. Ce n'est pas le cas de Marine Le Pen qui s'est gardée de venir sur ce terrain. Donc la dimension quand même culturelle est quand même très présente dans la politique française, comme elle est présente dans de très nombreux pays européens également, où tout ce qui concerne immigration, identité, etc., aussi agite beaucoup et anime beaucoup le débat politique. Et je voudrais même, si vous voulez, prolonger, certes, le Pacs, le mariage dit pour tous, etc., sont derrière nous. Mais les grandes questions sur la fin de vie, sur l'euthanasie, sur GPA, PMA, sur la conception qu'on a de l'évolution du système éducatif, sur la laïcité. Regardez l'OPA tout de même incroyable de Marine Le Pen sur la notion de laïcité, hein, et l'abandon de pans entiers de la gauche sur ce terrain de la laïcité, hein, où maintenant ils se sentent mal à l'aise presque avec la loi de 1905. Donc, il y a là, si vous voulez, des items qui sont des items encore extrêmement discriminants et qui peuvent marquer le débat à venir et marquent le débat d'aujourd'hui. Hein, vous savez, le thème de la laïcité, moi je le vois dans le matériel qualitatif, c'est extrêmement présent. Hein, et vous avez toute une série d'électeurs dont, si vous voulez, la patrie naturelle était une gauche laïque, qui migrent vers d'autres horizons parce qu'ils ne retrouvent plus leur laïcité, ils ne retrouvent plus cet axe essentiel de la gauche républicaine qui était la laïcité, une certaine laïcité traditionnelle, quoi. Hein, donc, vous voyez, il ne faut pas
enterrer le bébé trop vite. Hein, voilà. Monsieur et Marie-Emmanuel. Néanmoins, oui. Justement la laïcité, qui ont rajouté l'affaire coloniale. Donc, oui. c'est inexplicable et ça explique entre autres l'instabilité gouvernementale en plus du code électoral. Mais je veux revenir sur la laïcité. Je ne la vois pas là de manière explicite. Vous la mettez où dans ce que vous dites, monsieur Pellegrino, on a vraiment l'impression que vous la mettez dans le conservatisme culturel, alors que historiquement, c'est une valeur de gauche. Où est-elle, la laïcité, dans ce cas? Elle a migré. Elle a migré comme, si vous voulez, la plupart des grandes idées. Hein. Vous prenez l'écologie, elle est née à droite. Au 19e, elle passe à gauche. Vous prenez la nation, elle naît à gauche. Au 19e, elle passe à droite au 20e. Donc, la laïcité, c'est peut-être le destin qu'a connu la nation de passer peu à peu. La gauche institutionnelle éprouvant peu d'intérêt pour cette notion aujourd'hui, ou la considérant comme une matrice à complètement réformer, les fameuses thèses sur la laïcité ouverte. Hein. Vous pouvez avoir une migration, et je crois qu'on a assisté depuis 20 ans à une migration de cette idée laïque, cette idée du pacte laïque, de terre de gauche, parce que c'était même culturellement décisif pour définir la gauche, vers des terres de la droite et même parfois de la droite extrême. Et l'OPA est faite de manière, mais il y a même une réflexion très forte. À l'époque, ce n'était pas le Rassemblement national, c'était le Front national. Dans les années 1990, il y a une réflexion extrêmement forte, c'est encore Jean-Marie Le Pen, dont la laïcité n'était pas vraiment la tasse de thé, qui se dit, là, il y a au fond une gauche qui est en train de mollir énormément sur le pacte laïque. Si l'on veut désethniciser la question migratoire, il faut passer par la case laïque. Hein, et c'est fait par des intellectuels du FN. Le FN a aussi ses intellectuels, simplement on ne s'y intéresse pas, on ne lit pas, on a l'impression que ça n'existe pas. Ben si, ça existe. Et vous avez ce lent travail qui a été accompli et que l'on sent d'ailleurs dès la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007, quand il lance sa campagne à Valmy. Quelle symbolique! Quelle symbolique! Il lance sa campagne présidentielle à Valmy. Donc, on voit bien, la mutation est à l'œuvre et sa fille ne fera qu'essayer de travailler, de faire aboutir cet itinéraire. Oui, la gauche l'abandonne parce qu'elle n'a jamais été à l'aise sur ces thèmes de l'insécurité et de intégration, assimilation, mode communautaire. La gauche est travaillée par des tendances de la gauche américaine, mais vous le voyez de manière caricaturale aujourd'hui dans le milieu universitaire. Avec ce qu'on appelle le wokisme. Bon, donc, je veux dire, toutes ces problématiques qui agitent beaucoup le marigot intellectuel, ça n'a pas grand intérêt, ont agité bien avant la gauche française, et la gauche devient une gauche de plus en plus communautariste. Vous le voyez dans les politiques publiques mises en place très souvent par les maires socialistes, qui sont des politiques publiques de négociation avec les communautés. Vous voyez, on n'est plus du tout dans une logique du pacte laïque, on est dans une logique de négociation communautaire comme le font des tas de maires américains aux États-Unis, mais ça correspond tout à fait, j'allais dire, aux États-Unis à cette culture d'une société multiculturelle. Dans la société française, c'est quelque chose qui va prendre à rebrousse-poil toute une partie de l'électorat de gauche, et au-delà de la gauche d'ailleurs, parce que la laïcité était peu à peu admise par tous, même par toute une partie de l'ex-droite catholique. Regardez les évêques aujourd'hui, c'est les défenseurs les plus acharnés de la laïcité. Oui. Emmanuel Macron a gagné 4 points. Valérie Pécresse l'a gagné 15. Où sont passés les
est-ce que Macron a fait un peu considérable? Les électeurs de Fillon. Est-ce qu'il a même perdu? Voilà. Alors, les électeurs de Fillon, quand on regarde on a les matrices de transfert des électeurs de Fillon qui sont allés voter, attention, qui sont allés voter, et c'est en général à peu près toujours la même chose. Un gros tiers, entre un tiers et 38%, sont allés voter pour la candidate LR. Plus de 25%, 28% est allé voter pour Macron et le reste pour Marine Le Pen Zemmour. Hein, l'électorat le plus ciotiste, quoi. Hein, voilà. Hein, c'est comme ça que ça s'est réparti. Hein. Donc ça explique la poussée zémourienne, un frémissement du côté de Marine Le Pen et la hausse, bien sûr, surtout la hausse de Macron qui devient un candidat des droites. Voilà. Hein, puisque droite, c'est tout énorme. Hein, 2/3 des électeurs de Macron aujourd'hui se disent de droite. On peut dire sur un point, on a au cours du mandat d'Emmanuel Macron, 2017-2022, on a souvent posé dans les enquêtes du CEVIPOF la question du positionnement d'Emmanuel Macron sur l'échelle gauche-droite, de 0 à 10. 0 la gauche et 10 la droite. Et quand on demande aux Français de situer Emmanuel Macron sur l'échelle gauche-droite, à peu près sans variation, il obtient le score de 6,2. 6,1, 6,2, 6,3. Il est donc situé par les Français au centre droit, assez clairement. Alors, il y a un truc qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que plus les électeurs se déportent sur la gauche, plus ils voient Emmanuel Macron à droite, plus ils se déportent sur la droite, plus ils voient Emmanuel Macron à gauche. Mais globalement, la moyenne est à un peu plus de 6. Donc, les Français ont prononcé leur jugement sur Emmanuel Macron, un candidat de centre droit, on va dire. Certains ont fait le parallèle avec le positionnement du président Giscard, évidemment. Et pour compléter ce que dit Bruno, ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'avant, c'est-à-dire en 2017, Emmanuel Macron était moins à droite que la moyenne des Français, désormais, il est plus à droite que la moyenne des Français. Marie-Emmanuel, ensuite, monsieur. Avez-vous une projection, une estimation de ce que ça pêche aux électeurs de Mélenchon de lui faire perdre d'ici dimanche d'électeurs à droite? Parce qu'on parle de toucher Mélenchon, comment il va s'en sortir au débat? Alors, pour l'instant, dans les matrices de transfert du premier au second tour, le second tour, ce n'est pas encore tenu. Hein. Pour l'instant, il a, comment dire, sur 100 électeurs de Mélenchon, le soir du premier tour, Macron pouvait être inquiet. Parce que, c'était les données là, mais enfin, je crois que c'est à peu près pareil partout, à peu près un tiers des électeurs de Mélenchon votaient Marine Le Pen. Bon. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 18 à 20% d'électeurs de Mélenchon qui ont décidé de voter Le Pen. On déclaré. Voilà. Voilà. On déclaré. On verra ce qu'ils feront dimanche. Hein, et en fonction peut-être de la tonalité du débat, parce que les électeurs de Mélenchon sont très, très intéressés par le débat, hein, dans les mesures qui ont été faites hier, pour voilà, mettre le curseur. À peu près 1 sur 2 dit on s'abstient, ou on vote blanc ou nul. Hein, et le reste, c'est-à-dire du 30% à peu près, quoi, hein, du 30% vote Macron. Voilà. Pour l'instant, c'est ça, le rapport. Hein. Du côté, alors est-ce que on verra les signaux très poussés de Macron vers la gauche et même vers la gauche de la gauche, puisqu'il reprend les éléments de langage maintenant, c'est très étonnant, du président de la France Insoumise. Bon, est-ce que c'est susceptible de faire baisser le soutien de ce qui reste d'électeurs de droite modérés? Mais enfin, c'est rien, les électeurs de Mme Pécresse. Et pour l'instant, quand j'ai regardé ce qui se passait le soir du premier tour et ce qui se passait hier, ça ne bouge pas. La majorité absolue des électeurs de 50% quoi, des électeurs de Pécresse s'apprêtent à voter Macron. Ils sont beaucoup moins touchés par l'abstention. 28% s'apprêtent à voter Marine Le Pen
et le reste, blanc ou nul ou abstention. Voilà. Mais c'est des réserves beaucoup plus faibles que du côté de Mélenchon. L'électorat, disons, de Macron, à 6,2%, de le voir filer tout droit dehors vers Mélenchon, lui, il n'a pas dit ce qu'il bouge. Pour l'instant, non. Dans ce qu'on regarde, puisqu'on a aussi sur 100 électeurs de Macron du soir du premier tour, comment ils avaient prévu, et ce qu'ils prévoient aujourd'hui, non, ils sont complètement derrière leur leader charismatique. Je pense que, par ailleurs, les éléments de communication d'Emmanuel Macron qui fait passer un message de flottement, paradoxalement, ça peut rassurer. On va dire, au fond, s'il change d'idée entre les deux tours, au lendemain du deuxième tour, il va changer à nouveau. Voilà. Donc finalement, ça rassure tout le monde. Ça rassure d'une certaine manière. C'est un grand pragmatique. Il fait avec les rapports de force du moment. C'est un pragmatique. Donc je pense qu'une partie de l'électorat de droite n'est pas contente d'entendre évidemment Emmanuel Macron dire que le prochain Premier ministre sera chargé de la planification écologique. Si on prend le mot au sérieux, ça veut quand même dire des choses très fortes, si on prend les choses au sérieux. Ça veut dire que certains vont devoir mettre la main au porte-monnaie pour payer cette planification écologique. Ça ne sortira pas comme ça, comme un lapin du chapeau. Il faudra bien que quelqu'un paye cette planification écologique. Donc ça ne plaît pas sans aucun doute aux électeurs ex-fillonistes ou aux électeurs ex-pécressistes. Mais sans doute aussi, voilà, ils voient peut-être aussi Emmanuel Macron comme quelqu'un assez plastique qui gère les crises, qui peut expliquer dans 2 mois ou dans 3 mois qu'il y a d'autres urgences. Alors je vous propose, puisqu'il est 9h moins 7, que l'on prenne quelques dernières questions, monsieur. J'avais oui. Ah ben c'est très bien. Je vais tenter les deux. La première, c'était le Parti socialiste. Est-ce que moi j'ai cru imaginer à un moment donné que le Parti socialiste le pensait en parti démocrate français, est-ce que ce n'était pas une erreur d'aller chercher à l'extérieur en quelque sorte un modèle et puis ma deuxième, c'est plutôt une observation, un commentaire. Le président Giscard d'Estaing, à l'époque où j'étais dans cette maison, rêvait de gouverner la France avec 2 Français sur 3. Nous sommes arrivés à la situation que souhaitait le président Giscard d'Estaing, la crise économique a fait que les diplomètres extérieurs n'ont cessé de croire en raison, précisément, du chômage, de la crise économique. Donc, c'est un 2 sur 3 malade que nous devons gérer aujourd'hui. Oui. Oui, c'est le rêve du président Giscard d'Estaing comportait une difficulté. C'est-à-dire que 2 Français sur 3 aboutit à la situation dont parlait Pascal tout à l'heure. Les alternatives sont poussées aux extrêmes. Et donc, sauf à miser sur le long terme en disant la vie politique va obliger les extrêmes à devenir eux-mêmes centraux, c'est vrai qu'elle a une situation qui est problématique, qui est vraiment problématique. Et c'est en ça que j'introduisais tout à l'heure quand même la perspective de 2027 qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'une fois que le facteur d'impact Emmanuel Macron ne sera plus dans le tableau, rien ne garantit qu'un autre candidat issu de cette famille politique, issu de on va dire, cette mouvance politique, puisse séduire autant et le centre-gauche et le centre-droit. Peut-être que le futur successeur d'Emmanuel Macron, s'il est réélu en 2027, attirera plus l'un des 2 bords. Donc, il faut être relativement prudent sur cette dimension. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne le Parti socialiste, il est dans une situation qui est une situation dramatique. Dramatique parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il continue d'exister au niveau local. Il a des maires de grandes villes, des présidents d'exécutifs locaux. Donc, ça n'est pas une étoile morte complètement, il existe toujours, il a pu pratiquement autofinancer sa campagne, ils n'ont pas fait de prêt, les socialistes pour financer leur campagne d'Anne Hidalgo, donc d'une certaine manière c'est un signe de vitalité qu'une organisation politique ait pu autofinancer sa campagne électorale, donc très grande difficulté pour eux, et sans doute qu'il faudra un peu de temps pour voir ce qui va se passer entre eux et les écologistes. Alors bien sûr, on n'a pas parlé aussi de l'effet guerre. C'est la première élection
dans la série des 11 qui s'est déroulée dans un contexte de guerre à 2000 km. Alors, ce qui est frappant, c'est que l'effet drapeau a tout de même joué, hein, ce que les politologues appellent l'effet drapeau, politologues américains en particulier, qui ont mesuré ça à plusieurs reprises, et qui avaient constaté aussi que cet effet drapeau est toujours éphémère. Mais là, on l'a vu, d'ailleurs, il y a eu un effet drapeau plus important pour Macron, et puis il a chuté, mais le premier, cet effet drapeau chute, mais le premier tour arrive là tout de même au bon moment et il bénéficie encore d'un effet drapeau. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a eu tout de même, en dehors de nos frontières, 2 exemples de présidents sortants ou de premiers ministres sortants dans un contexte de guerre. C'est la Hongrie, régime parlementaire, et la Serbie, régime présidentiel. Et les 2 présidents sortants ont été réélus facilement, et dans les 2 cas, c'était tout de même un effet drapeau, c'est-à-dire on ne change pas le capitaine quand il y a de la tempête. Voilà. Hein, et on le voit bien dans l'électorat incroyablement âgé qu'a Macron. Hein, l'électorat de Macron est devenu un électorat, ça aussi c'est une grande différence par rapport à 2017. Hein. C'est un électorat vraiment du 3e âge, c'est un électorat très... Non, mais du 3e âge, j'en fais partie, moi. Hein, donc, je parle de moi. Un électorat inactif. Vous savez que la majorité des électeurs de Macron sont inactifs. 66% des électeurs de Marine Le Pen sont des actifs. Hein, c'est-à-dire, on voit, je ne sais plus, c'est l'Express qui a fait France contre France, tout de même le côté compliqué de cette affaire. C'est que dans ce remue-ménage, et dans cette reconfiguration, il y a bien 2 France politiques qui vont s'opposer, mais qui renvoient à 2 France sociales et à 2 France territoriales. Je regardais le dernier qu'on a eu ce matin, sondage d'intention de vote pour le second tour, les niveaux atteints par Marine Le Pen chez les ouvriers, les chômeurs, les employés, les habitants de périphérie urbaine, c'est des scores que seul François Mitterrand obtenait en 1981. C'est-à-dire qu'il y a un renversement, vous voyez, au-delà du remue-ménage politique, il y a un renversement des bases sociales et territoriales de la politique qui est gigantesque. Hein. C'est un changement tout de même extrêmement profond auquel on assiste. Hein. Parce que là, il y a d'une certaine manière, oui, pour reprendre les termes de ma jeunesse, une lutte des classes, mais l'expression de la lutte des classes n'est vraiment plus ce qu'elle était. Vous voyez ? Plus du tout. Hein, plus du tout. Et ce bloc populaire devient l'expression. Marine Le Pen devient la candidate des travailleurs et des travailleuses, comme disait jadis. Voilà. Ce qu'on voit très bien sur l'axe, hein, c'est-à-dire que cette fausse position centrale de Marine Le Pen renseigne sur ça, puisque là, il s'agit bien d'un axe gauche-droite. Tout à fait. Et en fait, on voit bien que Emmanuel Macron est bien le candidat de la droite et que Marine Le Pen se trouve de facto à sa gauche. Ah oui, et nettement. Mais bien évidemment pas sur les questions de libéralisme culturel, conservatisme, etc., mais en termes économiques. Hein. Et c'est ça ce qui est le paradoxe, bien évidemment, de cette élection. Oui. On ne vous voit plus, donc vous êtes tous dans le noir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais sur la gauche française ne s'est jamais posé la question du remplacement de l'espace qu'occupait le Parti communiste depuis des décennies, qui était en effet l'expression de ce que mon maître ici, Georges Lavaux, appelait la fonction tribunicienne. Hein, le PC, c'était le tribun de la plèbe. Le tribun de la plèbe, aujourd'hui, je m'excuse, c'est le Rassemblement national. Hein, voilà. Et un peu Mélenchon. Mais Mélenchon, c'est plus classe moyenne et secteur public. Quand vous regardez en détail, hein, j'ai regardé, c'est plus couche moyenne, secteur public, les enseignants, les métiers, les infirmiers du secteur public, etc. Mais vraiment, ce qui reste, parce que le prolétariat n'est plus ce qu'il était, même ça a changé, on nous l'a changé. Mais le prolétariat, voilà, c'est vraiment Mélenchon un tout petit peu. Et si vous voulez, moi je le vois, je suis né, j'y ai fait un tour.
dans le bassin de la Fensch en Lorraine, dans cette zone de la Lorraine rouge, socialiste et communiste, et incroyablement prolétaire, hein, ces hommes du fer. Voilà, ma commune était une commune communiste, devenue socialiste, etc. Je regardais qui arrive en tête aujourd'hui, mais c'est Marine Le Pen, mais avec des scores mais gigantesques, hein, 45%, et derrière Mélenchon. Et alors, Macron, c'est un candidat qui est marginal, hein, complètement marginal. Hein. Donc, il y a là tout de même un tremblement de terre sociologique et territorial, la fameuse fracture territoriale et la fracture sociale, qui est en train de trouver un débouché politique. J'allais dire, c'est du solide, quoi. On en reparlera, quoi. Voilà, c'est ça ce qu'on peut dire. Hein. C'est du solide et on pourra en reparler. Ça me permet de vous remercier très chaleureusement, de remercier nos deux amis et de vous donner peut-être rendez-vous, cette fois-ci en espérant que Sciences Po aura la gentillesse de prévenir les étudiants, afin que l'on fasse de l'intergénérationnel, auquel je suis très attaché. Et on fera peut-être quelque chose après le second tour, hein, pour savoir précisément ce qui s'est passé et ce qui pourra se passer dans la perspective aussi des législatives, puisqu'on commence à poser des questions sur l'échéance des législatives de fin juin. Hein. Merci à tous et bonne soirée.